Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News et un nouveau numéro de l'Échiquier international. Et vous le savez, nous sommes toujours en direct du Centre international des conférences d'Alger en prévision de la tenue du sommet arabe les 1er et 2 novembre. En cette occasion, on continue de s'intéresser de plus près à ce monde arabe et à ces multiples crises souvent difficiles à démêler, ces tragédies qui ne font que fragiliser ce monde arabe. Qui en tire véritablement profit dans un contexte de tension géopolitique ? Où se dirige actuellement le monde arabe? On essaiera à travers ce numéro d'identifier les tenants et les aboutissants du chaos qui déchire certains pays arabes. On en parle ce soir avec mes invités. Professeur Laïd Bellatrache, chercheur universitaire, et Gamal Abina, journaliste. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais donc, le monde arabe a traversé bien des misères, instabilité, insécurité, violence, guerre, pauvreté, Gamal Abina, des crises multidimensionnelles auxquelles sont confrontés plusieurs pays arabes. Comment on en est arrivé là, Gamal Abina ? Simplement parce que ça a commencé d'abord par une fragilisation du monde arabe. On parle de monde arabe, donc c'est une civilisation, ce ne sont pas simplement des peuples homogènes. C'est une civilisation inclusive qui a beaucoup brillé jusqu'au quasiment 14e, 15e siècle. Et puis après, il y a eu un déclin qui s'est amorcé avec la perte de l'Andalousie, la perte de Cordoue et la chute de Grenade. En 1492, l'Espagne reprend son territoire parce qu'ils ont les armées et se sont unis contre les musulmans, donc ce monde arabo-musulman. Et ils trouvent en plus un coffre-fort extraordinaire qui est l'Amérique du Sud. Donc ça leur donne la possibilité de pouvoir enrôler des armées avec de l'or trouvé là-bas et de pouvoir commencer leur conquête. Donc ça commence par une conquête à cette époque où le monde arabe est fragilisé, le monde arabo-musulman, le monde islamique pour être très précis, fragilisé sur le versant arabe, évidemment, pas sur le versant perse ou le versant ottoman. Mais il n'en demeure pas moins que cette conquête a fragilisé le monde et ensuite, une fois qu'on s'est retrouvé colonisé, évidemment, les racines du mal étaient installées. D'ailleurs, Malek Bennavi l'avait bien expliqué. La colonisabilité, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir être colonisable. Et par la suite, évidemment, il y a eu les décolonisations, mais les traces de cette fracture du monde arabo-musulman, de cette grande puissance qui était cette culture, cette civilisation et ce centre de recherche mondial, littéralement, et de commerce, a été fragilisé. Et depuis, eh bien, évidemment, avec la décolonisation, il y a d'autres empires qui sont apparus, l'empire soviétique, évidemment, l'empire états-unien, les restes des empires franco-anglais. Tout cela a conduit aux racines du mal, à la déstructuration de ce monde qui cherchait à s'unir un temps, mais qui malheureusement aujourd'hui a vu la destruction de 8 pays arabes sur 21. C'est quand même assez extraordinaire. Alors ces crises, donc on l'a compris, trouvent son origine loin dans l'histoire. Monsieur Laïd Bellatrache, si on devait situer donc dans le temps ces crises que vit actuellement le monde arabe. Très bien, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices, et bonsoir à mes confrères et collègues. Notre confrère professeur a bien donné les grands espaces historiques dans lesquels cette évolution s'est faite. Elle s'est faite dans la douleur pour en arriver aujourd'hui à ce stade-là. Mais je dirais également que, comme venait de le souligner notre professeur, cette disponibilité à la colonisabilité, certes, mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, si le monde arabe ne se retrouve pas, c'est également parce que l'union qui se faisait au nom d'un homme, au nom d'un zaïm qui n'existe plus aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, il me semble que les pays arabes doivent vivre dans l'unité et la diversité. C'est comme si un vent de démocratie doit également être dans cette sphère du monde arabe. Et également, je vois très modestement qu'aujourd'hui, après ce long parcours historique, donc ça fait si bien allusion à notre confrère, aujourd'hui on se retrouve avec une indépendance évidemment très chèrement acquise, bien sûr, et dont nous sommes fiers, mais il y a également cette partie du sacré qui est si sacrée pour nous tous, évidemment, mais il y a également un côté culturel et ethnique également, et il y a également le souffle de la modernité. Il me semble également qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de moyens pour justement conjuguer tous ces éléments. Et bien sûr que le sacré soit la grande référence, et évidemment, je ne veux pas en faire une hypothèse parmi les hypothèses, mais il faudra justement trouver
justement conjuguer ces hypothèses, ces grandes hypothèses, pour pouvoir se trouver une place dans le chemin. Et je pense que l'Algérie, aujourd'hui, comme l'avait si bien dit d'ailleurs Aboul Reit, lui-même connaisseur des relations entre pays, et cette fracture est en même temps douloureuse, Oui. mais en même temps elle doit inviter au rassemblement. Parce que c'est dans les urgences que naissent les unions. Et c'est dans la douleur que naissent même les grands amours dans l'histoire. Oui. Et donc, je considère que cette fracture dont nous allons parler ce soir, elle est si profonde, mais en même temps, elle peut être une passerelle pour que le monde arabe se retrouve, pour que ces pays se retrouvent, mais ils se retrouvent dans dans la diversité et dans l'unité. Il ne faut pas trouver ça comme paradoxal. Ça ne peut être que comme ça pour s'unir tout en étant libre, entre parenthèses, tout en étant démocratique, tout en ayant des choix multiples. Et je pense, très modestement, cher Rim, Oui. qu'aujourd'hui on devrait se dire, également, l'une des causes également, c'est que nous ne sommes pas la nation du bilan. On n'a pas fait un bilan. Voilà 30 éditions de sommet arabe. Oui. Avons-nous un jour posé la question pourquoi ça n'a pas marché? Je reviendrai sur cela très modestement après m'être imprégné de mes chers collègues. Mais on reviendra sur ce point-là. Pourquoi donc un bilan qui s'impose? Pourquoi la Chine, avec 9 millions de kilomètres carrés et 1,5 milliard d'habitants, sans les ressources du monde arabe, des ressources que le projette dans l'avenir, dans l'environnement, dans l'écologie. Il a le soleil, il a la mer, il a toutes ces ressources. Je sais que ça, on l'a chanté longuement, mais on doit tout simplement le rappeler. Pourquoi ce monde arabe ne peut-il pas être si grand à la mesure de ses douleurs, à la mesure de ses combats antérieurs et à la mesure de l'espoir de sa jeunesse si présente et si intelligente? Il me semble, sans vouloir accaparer la parole, ma chère Yves, oui. je voudrais... Alors, vous parlez de fracture. Pour aller au-delà de cette fracture dont vous parlez et comprendre l'origine de ces crises dans ce monde contemporain, Gamal Abina, si on devait s'intéresser à ce qui s'est passé après, donc ce qu'on a appelé à l'époque le printemps arabe, tout a commencé par une contestation sociale et a fini par prendre une autre tournure. On le sait, des crises souvent difficiles à démêler. Comment l'expliquer? Oh, ça s'explique très bien. La manipulation occidentale n'est jamais loin derrière. Il ne faut jamais oublier une chose. C'est bien d'avoir rappelé qu'on n'a pas de Zaïm ou simplement de Raïs, puisque c'était le Nasser dont il était question, à savoir un leader dans le monde arabe qui va emporter l'adhésion de toutes les populations arabes et qui sera le leader effectivement des masses arabes. En l'occurrence, Nasser, puisque c'est lui qui était à l'époque le Zaïm, qui était donc le Raïs, le leader égyptien de la plus grande nation arabe, avec le plus d'habitants, avec la plus grande audience sur un plan culturel, eh bien, il a aidé, il ne faut pas l'oublier, à la libération de l'Algérie, par exemple, de la Tunisie et du Maroc. Il faut jamais oublier que c'est bien les armes égyptiennes qui transitaient chez nous. Mais il se trouve que ces fameuses décolonisations ont été faites de façon très stratègique. Il faut se rappeler que dans le passé, il y a eu 2 tentatives de décolonisation contrôlées par l'Occident, parce qu'ils font toujours les choses de façon très méthodique. Il y a eu l'Arabie, qui a donné naissance à des micro-États, roitelets, enfin tout un tas de petites combinaisons comme celle-là qui n'ont aucune chance de signifier puisque chacun veut être le roi chez lui. Et donc, en règle générale, je le rappelle tout de même, au moment des décolonisations, à part pour l'Algérie, ça n'a pas été possible, bien évidemment, et la Tunisie non plus, bien qu'il y ait une tentative, en général, il y a eu une tentative de faire des royaumes arabes dans le Machrek et dans le Maghreb. On se rappelle que Lyoté voulait faire un grand royaume arabe en Afrique du Nord, emporté par le Maroc évidemment, et qu'en Arabie, ils l'ont fait avec les Saouds. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la plupart des pays arabes qui n'ont pas vraiment été libérés sous contrôle occidental sont des royaumes. Et ces royaumes, en 2011, n'ont pas été inquiétés par ces révolutions, à part un tout petit peu du côté de Bahreïn, mais sinon, en règle générale, ils ont été plutôt... ça s'est bien passé pour elles, que ce soit du Maroc en passant par l'Arabie, toute la péninsule. Celles-là n'ont pas été inquiétées. En revanche, les pays arabes que j'ai nommés tout à l'heure qui ont été détruits, on commence par la Palestine, bien évidemment, Oui. le Yémen, la Somalie, quand même, le Soudan partitionné, la Libye qu'on vient de détruire récemment alors que c'est un pays qui fonctionnait très bien, Oui. la Syrie qu'on a réduit ensemble, l'Irak qu'on a réduit ensemble, la plupart, et la Somalie, n'oublions pas non plus, la plupart de ces pays arabes... Le Soudan, oui, également. Le Soudan partitionné en 2, presque 3. Oui. La plupart de ces pays arabes ont subi les foudres de l'Occident avec des manipulations grossières parce que c'était des républiques.
et que dans le principe de la République, il y a des élections, contrairement au Royaume, et évidemment, il y avait la possibilité de trouver une cohésion de groupe. On le voyait avec Nasser, c'était aussi une république arabe. Il avait fait la République arabe unie avec la Syrie un temps, il a tout fait pour faire en sorte que ces républiques fonctionnent, mais on a frappé ces espoirs arabes parce qu'effectivement, on ne voulait pas d'unification d'un monde arabe qui aujourd'hui est à peu près 400 millions de personnes, qui a toutes les richesses et les ressources, c'est bien de le rappeler. Donc les fameuses révolutions arabes n'ont impacté uniquement que les pays républicains et en aucun cas les pays satellisés qui sont des royaumes. Pourquoi ? Parce que l'Occident veille au grain. Là où il y a le plus d'argent, il y a évidemment un royaume. Alors on se rappelle qu'en Égypte, en 52, il y avait le roi Farouk qui a été écarté. On se rappelle qu'en Libye, pareil, en 69, le 1er septembre 69, Kadhafi écarte encore un roi, c'est Noussi. On se rappelle aussi qu'en Irak, il y a un coup d'État contre un roi qui était le cousin du roi de Jordanie, pareil. Tous ces royaumes-là sont tombés pour des républiques et on ne voulait pas de contamination. Donc aujourd'hui, pourquoi le monde arabe n'est pas uni ? D'abord parce que les royaumes interdisent l'unification du monde arabe pour des raisons simplement bassement d'ego et d'argent. Alors on parle de partition, de division, de dislocation de certains pays arabes. L'Aïd Ben Atrache, selon vous, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie bien réfléchie ? Est-ce que ça part d'une stratégie réfléchie, à votre avis ? Oui, je voudrais dire également que le monde arabe, les politiques arabes, le monde arabe, les dirigeants arabes ont surtout évolué, se sont réunis dans des moments de douleur. Ça, je pense que c'est aussi très important. C'est-à-dire que l'unité se faisait dans la douleur. Oui. Et notre confrère vient de le rappeler, lors de nos glorieuses révolutions, il y avait de l'entraide, il y avait un esprit qui est régné. Oui. Ça veut dire que l'unité, l'action se faisait dans la douleur. Alors que on n'a pas pardonnez-moi de le dire, la culture du projet. S'unir pour un projet. S'unir pour se projeter, une forme de management du projet. Et je reviendrai également ce qui a donné un coup qui n'était pas, on dirait, un peu fatal par rapport à ça, et vous venez de le rappeler, le printemps arabe. Le printemps arabe, chacun est libre de l'interpréter comme il veut, mais aller vers la Libye, déstabiliser des pays, oui. Moi je considère que les démocraties naissent dans la liberté. Je ne pense pas que la démocratie qui est une liberté naît sous la contrainte. Et on est parti pour rechercher des raccourcis vers la démocratie dans des pays qui ont abouti à la démocratie après 3 siècles d'histoire. Et je pense que là, on a été à l'encontre de l'histoire et on a été à l'encontre du dit pour aboutir à la démocratie. Personne n'aboutit réellement à la démocratie. La démocratie dans tous les pays du monde restera une construction éternelle. Et les exemples ne manquent pas, dans beaucoup d'exemples très récents où il y a des failles de financement. Je ne voudrais pas en revenir sur ça, sur ce que tout le monde connaît. Et donc, en voulant trouver des raccourcis, en voulant trouver une chirurgie pour aller vite, l'intention n'est pas si bonne, évidemment, comme vient de le rappeler notre confrère, c'est pour justement déstabiliser. On ne pensait pas qu'en allant faire cette chirurgie et cette blessure, et cette faille, on allait comme ça du jour au lendemain avoir été, pardonnez-moi le mot, totalitaire à 10 heures et être démocrate le soir à 20 heures. On ne peut pas aller dans ce sens-là et ça ne veut pas dire qu'on est en train de légitimer les régimes totalitaires. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train de délégitimer les mouvements de démocratie, loin de là. Oui. Mais il y a une réalité logique et historique qui veut que les choses se font un peu dans le naturel, comme poussent les arbres et comme se construisent les murs et les villes. Donc peut-être même que les constructions de la pensée se font aussi lentes que les constructions du ville. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait de la situation. Je rappelle une chose que je nécessite de rappeler, ouais. Que en France, avec ce que l'on connaît de démocratie, avec tout ce que l'on peut dire, la femme n'a voté qu'en 1944-45. Et j'ai toujours dit que Marie Curie, détentrice de 2 prix Nobel, l'un en physique et l'autre en chimie, et c'est elle qui a découvert le radium, cette brillante dame est morte le 4 juillet 1934 sans avoir voté. Parce qu'à cette époque-là,
Les Oui. femmes n'avaient pas le droit de voter. Oui. Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont en vie aujourd'hui et qui ont vu mourir Marie Curie sans voter et qui sont encore vus? Ça veut dire que ce n'est qu'hier que ceci se passait. C'est dire comment on doit regarder les choses avec une certaine lucidité. Il y a en effet un débat autour de la notion de démocratie. Monsieur l'Aïd Bellatrache, moi j'aimerais revenir à ce chaos qui règne dans le monde arabe. Gamal Abina, on peut s'interroger, qui est le principal? Qui sont les bénéficiaires de ce chaos qui a été instauré dans certains pays? On a parlé de la Libye, on a parlé du Yémen, on a parlé de la Syrie. Vous noterez qu'à chaque fois qu'on attaque un pays arabe, en règle générale, il y a toujours un petit arrière-goût de pétrole ou de gaz. On l'a vu la Libye, évidemment, mais pas seulement. Il faut commencer d'abord en 91 en Irak. Un pays, 6000 ans d'histoire, sécularisé. Un pays où on nous parlait de tribus, alors que c'est un pays qui a quand même créé la civilisation et qui a créé les premières cités. Donc le principe tribal en Irak, c'était extrêmement surfait. Mais une chose est certaine, c'est que le nationalisme arabe, parce que l'Irak, c'est le baasisme, la Syrie, c'est le baasisme, l'Égypte, c'était à l'époque de la Syrie, effectivement, encore le baasisme. Donc les nationalistes arabes, qui étaient évidemment pour la libération de la Palestine, qui étaient évidemment pour récupérer, pour nationaliser leurs hydrocarbures. Rappelons que les hydrocarbures, dans les pays républicains arabes, donc jacobins, pour faire simple, style jacobin, on nationalisait très rapidement. L'Algérie, c'est en 72, la Libye, c'est en 71. On le voit en Irak, c'est pareil, très rapidement. Dès que ces républiques arrivent au pouvoir, elles nationalisent les outils de production et les richesses. Alors que du côté des pays vassaux, un royaume d'Arabie, par exemple, l'Aramco ne donne que 10% de ce qui est gagné du pétrole extrait dans le désert aux dirigeants. Donc c'est un système de corruption organisé. Après, ils ont fini par récupérer la totalité. Mais il a fallu attendre 80 pour obtenir une nationalisation quasiment des hydrocarbures. Et encore. C'est pour vous dire que à qui profite le crime en substance? La réponse est très simple, à l'Occident. On a les pays qui produisent le plus de pétrole, de gaz, mais pas seulement, de culture, de capacité, parce qu'on a une jeunesse endémique et importante qui est capable de créer de la richesse, et pas seulement. Tous ces éléments-là donnent le sentiment à un Occident ancien qui avait déjà un rapport assez délétère avec le monde arabo-musulman, qu'il ne faut surtout pas qu'ils se réunifient. Déjà, ils ont réussi l'exploit de se libérer du colonialisme pour certains, pas pour tous, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir comment contrôler les réserves d'hydrocarbures considérables du Moyen-Orient. Et les pays qui ont le plus souffert des guerres, évidemment, sont les pays dans lesquels il n'y avait pas de royaume mais des républiques. Vous voyez bien qu'on n'a jamais attaqué un royaume. L'Occident n'attaque jamais les royaumes, n'attaque que les républiques, parce que les républiques, effectivement, sont un peu plus émancipées. Il y a comme un déséquilibre dans le rapport de force entre le monde arabe et le monde occidental. L'Aïd Bellatrache. Oui, il y a également un point sur lequel on pourrait également revenir et souligner, c'est que généralement quand on parle des ingrédients de l'unité du monde arabe, et à juste titre, bien sûr, on est tout à fait d'accord qu'on cite l'islam, qui est bien sûr ce lien spirituel sacré qui unit la nation, évidemment, et on en est fiers, évidemment, donc il n'y a pas de doute sur ce point-là. On parle de la langue qui unit également, et on parle de l'histoire commune, et on parle d'un rêve commun. Le rêve commun, on ne le cite que très rarement. Ça, c'est déjà un grand point. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ces éléments, on a un regard qui n'est pas un regard du futur. Ça ne veut pas dire... On n'a pas ce regard-là. Et du coup, on n'a pas ce projet-là. Et la dimension économique, on l'a toujours sous-entendu, qui est très, très importante dans tout, pour cimenter les relations. Et je voudrais ici rappeler que l'Union européenne, à sa naissance, comme vous le savez très bien, n'a pas été une naissance politique. Sa naissance, elle était d'abord économique. C'était la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est-à-dire que autour de ce noyau économique, qui avait été une grande preuve d'adhésion, parce que la preuve, elle était matérielle, elle était présente, et c'est autour de ce noyau économique que s'est fondé, comment dirais-je, l'unité, l'Union européenne et l'unité européenne, qui se recherche encore, évidemment. C'est une construction qui n'est pas encore totalement établie, qui se recherche à travers ces textes, etc. Donc je voudrais dire que la dimension économique, les projets communs possibles
dans le monde arabe, des projets communs possibles quand il y a vraiment la bonne intention, une grande université scientifique de recherche, de technologie dans le monde arabe, et il y a les moyens pour la financer, si on voudrait bien. Donc il faudrait également favoriser cette dimension économique, cette dimension scientifique, pour que l'espoir ne se fonde pas uniquement sur un discours. C'est pour cela que les liens aujourd'hui, croyez-moi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une Vous parlez d'un volet très important qui est le volet économique et qui est stratégique pour les pays arabes. Il faudrait aussi aboutir à ce consensus politique, Gamal Abina. Mais lorsqu'il s'agit de trouver des issues à ces crises, souvent ce consensus arabe est court-circuité, il est souvent miné. Oui, par de bas intérêts personnels ou des influences étrangères. Là, il y a un chambardement, un chamboulement du monde. On vient de voir l'Arabie, par exemple, qui n'a pas suivi les États-Unis pour la première fois depuis le pacte Quincy de son histoire. C'est un changement, c'est un tournant décisif, en effet. Je ne sais pas si c'est décisif, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très opportun. Ils ont compris que le monde changeait, et ils ont compris surtout qu'ils menaient une guerre contre le Yémen, une guerre infâme, que le monde arabe ne condamne pas, alors que l'Irak, on a fait beaucoup d'histoires par rapport au Koweït. Eh bien, aujourd'hui, l'Arabie se dit, bon, on n'a pas les moyens d'accepter une baisse du pétrole, donc opportunément, on refuse la proposition américaine. Mais j'allais dire simplement par rapport aux questions économiques. D'abord, je n'ai aucune... Alors, c'est bien ce qui vient d'être dit, et notre confrère le rappelle très habilement. L'Europe s'est construite sur l'acier et le charbon, c'est vrai. Mais l'Europe s'est aussi construite sur un bain de sang. Je veux dire, les Européens, en 20 ans d'espace, ils ont tué 80 millions d'individus d'entre eux. C'était une barbarie sans nom, et c'est parce qu'ils ne voulaient plus retourner dans ce piège qu'ils ont dit on va trouver un modus vivendi. On va travailler sur la question économique pour essayer de dépasser nos différences. Parce que les Européens entre eux se détestent, mais cordialement. J'en veux pour preuve la crise du Covid, où ils se volaient les masques. Ça vous dit un peu le niveau d'amour qu'ils ont les uns pour les autres, mais ils ont compris que leur intérêt devait dépasser leur discorde. Eh bien nous, dans le monde arabe, on a 2 tentatives d'union économique qui n'ont pas abouti. La première, c'est le Conseil de coopération du Golfe, qui se vantait de pouvoir en 2000 créer une monnaie unique, 5 pays seulement, ça n'a pas abouti, comme de bien entendu, c'est le dollar qui est resté le roi et qui domine dans la région. Quant au Maghreb, on attendait en 86 de faire l'union du Maghreb arabe, qui est une tentative qui était intéressante, mais qui n'a pas abouti pour diverses raisons de chamaillerie. On ne parlera pas du Sahara occidental, la Libye, le Maroc, l'Algérie qui ne s'entendaient pas forcément. Il y a tout un tas comme ça de facteurs divergents où ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. Et moi, j'ai envie de dire, là, devant vous, et c'est important, c'est un geste important, je lance une piste de réflexion qui sera peut-être enfin une solution pour le Maghreb, qu'ils s'unissent autour d'un dénominateur commun. Le Maghreb arabe, l'Afrique du Nord en général, mais surtout le Maghreb, est la première puissance économique en matière de phosphate. Il y en a au Maroc, il y en a au Sahara occidental, en Algérie, en Tunisie, à Gafsa. Et si on était capable de faire un cartel avec ces pays, ces petites divergences territoriales disparaîtraient au profit d'une union économique. Et je rejoins effectivement cela, l'idée politiquement, pour que les Arabes s'unissent, c'est compliqué parce qu'il y a d'un côté des républiques, de l'autre côté des royaumes, donc 2 visées complètement et diamétralement opposées. En revanche, sur la question palestinienne, on est plus ou moins d'accord tous entre nous, mais même si les accords d'Abraham ont cassé ce consensus, mais sur la question économique, on peut dépasser. Moi, je dis régulièrement à des gens d'origine maghrébine comme moi, on n'est pas obligé de s'aimer pour travailler ensemble. L'objectif doit dépasser nos inimitiés, et c'est ce qui manque dans le monde arabo-musulman. On a tout pour réussir, mais on se met d'accord que sur les divergences. C'est quand même dommage. Laïd Belataresh, pour finir, dans cette quête du consensus tant espéré, quelle place pour le monde arabe au regard de tous ces changements, de tous ces bouleversements que connaît le monde? Il me semble que quelles que soient les divergences, et elles sont bien présentes, le monde, c'est aussi des espaces économiques, des espaces culturels. Et le monde arabe, il a déjà les hypothèses de cet espace. Il a toutes ces faveurs, toutes ces hypothèses-là, à laquelle il faudrait une intelligence, et il faudrait une certaine sincérité. Et tous les moyens, ils sont là, y compris la douleur, qui doit, comme on avait dit, être une motivation pour le rassemblement. Et je ne pense pas qu'un pays arabe puisse prospérer seul, parce qu'aucun pays n'a prospéré seul. Et le monde nous montre aujourd'hui les limites de tout, les limites de tout. Et l'espoir est dans le dialogue entre pays arabes, justement, pour chercher le consensus, puisque ce sommet qui se tient en Algérie sera le sommet du consensus.
Je pense que les guerres ont montré leurs limites. Et ça, c'est très important à retenir également. Et l'Algérie, je voudrais terminer par cela, est digne d'être ce pays rassembleur au nom de son histoire, au nom de son apport pour la cause arabe et au nom de sa main propre par rapport à tous les pays arabes, vis-à-vis de tous les pays arabes. Et donc, elle a cette égale distance avec tous les pays. Et c'est peut-être pour le monde arabe, s'il le veut, d'ailleurs beaucoup de chefs d'État l'ont exprimé, c'est en cela que l'Algérie est une chance de rassemblement. C'est une chance de rassemblement parce qu'elle est justement plus ou moins, je dirais, très nettement loin de tous les clivages, de tous les coups bas, etc. Et c'est en ce sens-là qu'elle est candidate. Tout est dit, Monsieur Laïd Bellatrache. Il est important donc de parvenir à ce consensus arabe pour justement relancer l'action arabe commune. Merci à mes deux invités, Gamal Abina et Laïd Bellatrache, pour cette contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.